Bonjour tout le monde. C'est chez Jean de Brébeuf, dans ses représentations du peuple Wendat, que tout a basculé, à mon avis. Et c'est ce basculement qui m'intéresse ici ce matin. C'est ce que j'ai appelé, dans le titre de ma communication, le passage par Ossosané. Et d'ailleurs, ce passage par Ossosané, si j'avais une autre vie et qu'elle était autochtone cette fois, ce serait le titre d'un livre. Alors, d'abord, je tiens à remercier chacun des membres du comité organisateur de ce colloque, de même que nos hôtes Wendat, pour leur accueil ici même sur le territoire du Nihon-Wensiyo. Je voudrais dire dans ma communication que j'ai enlevé, en fait, c'était déjà là, avant qu'on le dise ce matin, je n'ai pas utilisé les termes Huron ni Huronie. C'est un anachronisme, mais c'est un anachronisme, en fait, qui a beaucoup de sens. Alors, c'est vraiment un plaisir d'être ici à Wendake, donc, pour ce colloque. Il y a une dizaine d'années, il y a une dizaine d'années, je me suis intéressé au texte des voyageurs français dans la région des Grands Lacs, entre 1615 et 1690 environ, c'est qu'on pouvait y discerner certaines trajectoires en mouvement. Rien, me semble-t-il, n'y était encore enclavé par l'histoire. Tout pouvait encore arriver, me semble-t-il. En effet, on y retraçait les indices de subjectivité fragile, déstabilisés par la distance parcourue depuis Montréal et la France lointaine. Surgissaient aussi des cultures en contact, nouvellement ou depuis longtemps en mode de coexistence, aussi bien que des collectivités autochtones implantées depuis longtemps dans des territoires reconnus à l'échelle continentale. Il m'arrive de croire, à la lecture attentive de ces textes, qu'un avenir juste aurait pu être pensable en Amérique du Nord, dans ces lieux de mixité et d'accueil qu'ont pu être Quinté, Détroit, Tayayagon, Ossosané, Toanché, Nipigon, Onondaga ou Ganondagan, par exemple. Cependant, cette éclaircie, si elle a bien eu lieu, a été, comme on le sait, de très courte durée. La pénétration du continent par les Européens est vite devenue une force irréversible. D'ailleurs, sur de nombreux plans, les textes des voyageurs et missionnaires français constituent déjà l'amorce symbolique des brutales dépossessions qui n'allaient pas tarder à s'abattre sur l'ensemble de ses habitants. Je vais en fait mettre les pages là, comme ça tu vas savoir que ça s'achève. Je cherche aussi la bonne place parce que j'ai un problème avec la lumière derrière pour moi. Alors, mon propos ce matin sera de revenir brièvement à la notion de songe, telle qu'elle se déploie dans certains passages. En fait, non, mais pas trop de mien. Non, c'est les lumières d'elle, ça me pose des problèmes aux yeux. Mon propos ce matin, donc, sera de revenir brièvement à la notion de songe, telle qu'elle se déploie dans certains passages importants des écrits de Jean de Brébeuf. Notion cruciale que celle-là, il va sans dire, car elle s'érige en une série de points de convergence assez troublants entre les pratiques oraculaires issues de la tradition occidentale et les philosophies iroquoiennes de l'immatériel, telles qu'elles étaient mises en œuvre dans la société Wendat. Mon attention portera sur certains passages consacrés à cette question dans les 2 volumes des Relations publiés à Paris chez l'éditeur Sébastien Cramoisi entre 1636 et 1637, ces paragraphes ayant été colligés ensuite par Gilles Thérien dans les chapitres 3 et 4 de l'édition modernisée des Écrits en Huronie. C'est l'édition que je vais citer. Un petit rappel, en juillet 1634, Brébeuf et 9 autres Français, empruntant la route des Nipissing, arrivent à Ionatiria, au bord du lac Huron, dans les territoires de la Confédération Wendat. Les visiteurs s'y installent éventuellement dans une cabane de 3 pièces, construite pour leur usage exclusif, puis rejoignent l'année suivante l'agglomération plus importante d'Ossosané à l'intérieur des terres.
Brébeuf y restera jusqu'en 1638, au moment où il est remplacé par son confrère jésuite Jérôme Lallemand. Il reviendra au Wendake le 7 septembre 1644 et y demeurera tourmenté et de plus en plus isolé jusqu'à sa mort en 1649. À Ionatiria, au Sosané et ailleurs, le missionnaire est témoin des terribles épidémies qui déciment la population. Il ne s'explique pas que cette confédération Wendat, qu'il considérait bien avant son arrivée comme une nation au poids politique et culturel incontestable sur tout le nord-est du continent, soit ainsi décimée par la maladie et menacée d'extinction. C'est sur cette toile de fond symbolique du déclin et de la chute anticipée de l'une des grandes nations d'Amérique que les passages les plus sombres des relations de 1636 et 1637 reposent. Plus que des individus, c'est donc toute une civilisation qui semble s'éteindre aux yeux du missionnaire s'il ne comprend pas les fonctionnements du drame épidémique en cours. Mais attention, les Jésuites ont néanmoins établi assez tôt une corrélation entre leur établissement dans les villages des autochtones et la propagation des épidémies. Brébeuf témoigne dans ses écrits de son trouble devant une existence quotidienne marquée par la fulgurance de la maladie, un affaissement tangible, selon lui, de la moralité publique et une proximité inquiétante et douloureuse avec le monde des disparus. Le regard qu'il porte aux pratiques du songe dans son entourage Wendat est dès lors façonné par le drame d'une société menacée, selon ses perceptions, de l'intérieur même de ses croyances par un profond dépérissement physique et moral. Cependant, quelques remarques s'imposent avant d'aller plus avant dans cette étude. Les relations de Jean de Brébeuf appartiennent certainement à la tradition ethnographique européenne naissante et au discours hégémonique qui nomme, délimite et stigmatise dès le XVIIe siècle le territoire vital des peuples aborigènes d'Amérique. Aux angles morts du missionnaire jésuite se sont succédés jusqu'à aujourd'hui d'autres points aveugles, y compris les miens, qui freinent notre compréhension des textes de ce qu'on a appelé la Nouvelle-France et des savoirs et coutumes autochtones dont ces textes tentaient de rendre compte. Toujours, la conscience aveugle, est-ce que j'ai sauté une... Non, c'est ça. Oui, en fait, je ne vous ai pas donné cette citation. Citation donc de Pierre Berthiaume. Toujours, la conscience s'aveugle sur elle-même, souligne Pierre Berthiaume dans un article sur Jean de Brébeuf et Antoine Denis Rodeau. Peut-être est-ce là le sens, c'est la citation qui se poursuit, peut-être est-ce là le sens même des récits fabuleux rapportés par les voyageurs. Toutefois, il est un peu facile d'accuser les deux relationnaires d'aveuglement et de penser naïvement que nous sommes plus lucides qu'eux. Il nous faut donc prendre en compte les divers contextes qui président à la rédaction de ces longues missives que sont les relations. Si leurs prémices doivent aujourd'hui être déconstruites, comme on l'a entendu ce matin, les récits viatiques français de la région des Grands Lacs, à plus de 700 km de Montréal, ne peuvent être lus exactement de la même manière que ceux qui émanent des centres décisionnels sur les rives du Saint-Laurent. Caroline Podruchny et Catherine Magui-Labelle ont fait remarquer que Brébeuf se trouve confronté à la tâche, je cite, la tâche contradictoire de communiquer à la fois l'altérité de la culture Wendat et la parenté étroite de ce peuple avec le catholicisme des Français. J'ai perdu ma place maintenant. Des Français, une entreprise qui le force à s'interposer en tant que sujet du discours. Or, c'est justement l'affleurement de ce sujet qui peut nous intéresser. Ouvragés par le doute et la contradiction, les textes de Brébeuf sont assez souvent en deçà de l'arrogance des modes de pensée coloniaux, alors que leur auteur ne cesse de proclamer son empathie à l'endroit de la communauté Wendat. Toutefois, nous le verrons, Brébeuf arrive mal à maintenir cette posture d'accueil. Plus qu'ailleurs dans les relations, le récit de l'observateur se fait particulièrement insistant, même violent, dans la description des pratiques oniriques observées au Wendake.
Le songe chez Brébeuf. Si Brébeuf croit bon d'alerter ses lecteurs aux pratiques du songe dans ses observations de la société Wendat, c'est qu'il sait parfaitement que la dimension onirique, liée à une incertitude profonde sur l'avenir, structure les rapports complexes, tourmentés même, qu'il entretient un peu malgré lui avec ses hôtes. Il est certain qu'à l'aube du XVIIe siècle, la philosophie européenne repose de plus en plus sur la mise à l'écart des pratiques collectives de la coutume divinatoire et leur remplacement par l'expérience singulière d'une subjectivité capable à elle seule, par un renoncement stratégique au monde, de faire la part entre la vérité et l'imagination. Donc ça, c'est le portrait de l'homme seul, qui va être plus tard dans ma communication René Descartes, capable d'anticiper l'avenir du monde, mais seul, non pas par des coutumes collectives. Juliette Lancel fait remarquer le traitement paradoxal de la notion de songe dans l'ensemble des cultures européennes au moment où se dessinent les fondements de la pensée scientifique. Et je cite, vous avez ça à l'écran, « La littérature baroque du début du XVIIe siècle se plaît plus que jamais à unir les mots « songe » et « mensonge », que ce soit parfois pour illustrer les plaisirs fugaces du rêve érotique ou le plus souvent la nature illusoire de l'existence elle-même. Le rêve y symbolise l'intuition d'un monde en mutation, instable, incertain, au sein duquel la réalité est à l'image du songe, mouvante et trompeuse. Et pourtant, il existe parallèlement des traités d'interprétation des rêves, les clés des songes, dans lesquels le rêve est le vecteur d'un message prémonitoire. Autant le songe peut comporter une part d'exemplarité, capable de moduler le futur, autant la matière onirique ne peut être pleinement constitutive du réel dans cette pensée-là. À maintes reprises, les écrits canoniques de l'Église font d'ailleurs référence à la véridicité du récit onirique. Dans toutes les classifications, écrit Sophie Jama, même celle des partisans les plus résolus d'une explication rationnelle des songes, on affirme qu'en dépit de son caractère exceptionnel, une communication entre l'humain et le divin peut s'établir réellement. Dans les relations de 1636 et 1637, les paragraphes consacrés à la notion de songe, inspirés donc par un vaste héritage européen, cherchent à dépeindre en assez grand détail les éléments théoriques et les pratiques divinatoires à l'œuvre dans la société Wendat. Cette croyance, je cite Brébeuf, cette croyance au songe qui surpasse toute croyance, est la clé des rites funéraires et des représentations de l'au-delà dans cette société, affaiblie, selon Brébeuf, par l'épidémie en cours et incapable de distinguer le vrai et le faux. Je cite Brébeuf ici, ceux qui ont le don de bien rêver n'écoutent pas tous leurs songes indifféremment. Ils en reconnaissent de faux et de véritables, et ceux-ci, disent-ils, sont assez rares. Donc tout va bien, ils distinguent le faux et le véritable dans cette première phrase. Toutefois, dans la pratique, ils agissent d'une autre façon et en exécutent de si mal fagotés et composés de tant de pièces qui ont si peu de rapport qu'il ne me serait pas possible de dire quels sont, à leur jugement, les faux songes et les véritables. Je pense qu'eux-mêmes, ils seraient bien empêchés. Donc, dans la pratique, ils sont incapables de distinguer le vrai et le faux. De tels passages étonnent par leur virulence. Ça m'a étonné, moi qui ai travaillé sur Gabriel Sagar récemment. Chez Brébeuf, c'est autre chose. Hein? De tels passages étonnent par leur virulence, alors qu'en maintes occasions, le relationnaire s'était contenté de discréditer par une phrase laconique ou un mot les croyances de ses hôtes, satisfaisant, je suppose, ainsi à ses obligations envers ses supérieurs, il s'en prend violemment aux pratiques oniriques, qui confondent, selon lui, la réalité et l'imaginaire, le vrai et le faux. Le texte des Relations sombre ainsi à maintes reprises dans la dérision, alors que l'épistolier se prend à invoquer dans son jugement sur les pratiques oraculaires Wendat toute l'artillerie de la tradition gréco-romaine, dont il aime d'ailleurs se montrer l'héritier intellectuel. Le médecin grec Galien, le dieu messager Mercure, les disciples d'Artémis et même Cassandre, personnage mythologique
personnage mythologique complexe associé au vertige divinatoire et à la révélation de l'avenir, sont tous convoqués afin de dénoncer le songe et ses dépravations morales dans la société Wendat. Brébeuf assure pourtant ses lecteurs qu'il ne se laisse pas emporter. On voit bien qu'il le sait, qu'il est emporté, comme on serait porté à le croire. Et je cite la première citation ici. « Au reste, qu'on ne pense pas que je fasse ici une amplification ou exagération, exagération à plaisir. L'expérience de 5 ans qu'il y a que je suis à étudier les mœurs et les façons de faire de nos sauvages m'oblige de parler de la sorte. » Cette explication dans laquelle le relationnaire fait appel à l'observation ethnographique qu'il occupe dans ses relations ne convainc pas entièrement, compte tenu de l'acharnement du texte à proscrire des rites oniriques que le narrateur voit désormais comme une menace à l'intégrité de son message. C'est ainsi qu'il s'empresse de dénoncer les carences inhérentes au récit oral que font les Wendat au sortir du songe, sans même tenter d'évaluer la véracité de ce qu'ils ont aperçu. Et je cite une citation que vous n'avez pas, « Cette fausse créance, dit Brébeuf, qu'ils ont des âmes, s'entretient parmi eux par le moyen de certaines histoires que les pères racontent à leurs enfants, lesquelles sont si mal cousues que je ne saurais assez m'étonner de voir comme des hommes les croient et les prennent pour vérité. » Juste une petite parenthèse, ce n'est pas mon propos ici, mais on voit que ce qui intéresse Brébeuf, c'est la structure du récit. Donc, mal fagoté, mal cousu, c'est le songe, mais c'est comment il raconte qui ne distingue pas le vrai et le faux. Donc, ça, c'est très important, mais je ne l'ai pas développé ici. Donc, c'est pourquoi, tout en reprenant lui-même les fables, entre guillemets, évoquées par les autres Wendat, Brébeuf s'attache néanmoins à en dénoncer les fondements, notamment ceux qui régissent sur le plan de l'oralité les dimensions fusionnelles ou métamorphiques de l'expérience onirique. Le narrateur suggère que les Wendat, impuissants selon lui à séparer les vivants et les morts, finiront par être aspirés par les forces occultes du songe. Dans ces passages, la nécessité de classer, d'établir un ordre narratif et de séparer ce qui doit être disjoint occupe toute l'attention de Brébeuf. Dans les traités de la fin de la Renaissance sur le rêve, l'ambiguïté des songes est maintenue à distance par la présence symbolique de lignes de démarcation liées au régime de l'écriture qui permettent de cartographier ces éléments et de statuer sur leur portée véridique ou mensongère. C'est exactement ce que met en lumière, par exemple, Christine Pigné dans son étude du rêve chez Pierre de Ronsard. Et je cite une citation que vous n'avez pas. « Cette idée de passage entre deux espaces symboliques, l'univers rationnel et cohérent et l'univers merveilleux et onirique, connaîtra par la suite une immense fortune. » Elle parle de l'Europe. Dans la caverne du sommeil qu'il décrit au livre 9 des Métamorphoses, encore Ovide, dont on vient de parler, glisse un détail important, point de gardien ni de porte dans ce lieu. En d'autres termes, rien ne vient plus s'opposer au passage des songes dans cet endroit. Brébeuf insiste justement dès son arrivée à Ionatiria sur la nécessité de construire un logis dont les pièces séparées seraient munies de portes, car il juge intolérable le maintien d'espaces contigus et indéterminés qui lui semble conduire au désordre. Le seuil est autant une mise à distance destinée à juguler les forces de la contamination qu'une façon de traduire sur le plan métaphorique l'irréductibilité du lieu réel, constitué d'habitations closes, et celui des morts que Brébeuf associe dans certains passages sur l'âme à l'errance et à la perte de la raison. En effet, la pratique ritualisée du songe ne met-elle pas en cause l'ordre d'une société fragile dont la salubrité et le fonctionnement même devraient être basés sur le découpage de l'espace? Cette question de l'organisation spatiale du village Wendat traverse l'ensemble des écrits de Brébeuf, qu'il s'agisse de commentaires sur l'absence d'intimité ou des références très nombreuses à la cabane, comme principe organisationnel de la vie quotidienne.
Il a beau ne pas y croire, il dit que d'ignorance et de stupidité, insiste-t-il, il ne cesse d'y revenir, de façon à tracer la ligne là où elle s'impose, entre le monde des vivants et celui des morts, entre sa réalité en tant que sujet et celle de l'autre dans sa dimension collective. Pourquoi ces autres, Wendat, ne comprennent-ils pas la nécessité de cette séparation, de la séparation? Peut-il se construire un savoir sur le monde et le vivant sans que ne soient tracées des lignes de faille par lesquelles les différences se dessinent, puis s'imposent à la conscience comme des éléments de vérité? Comme en outre, le songe chez les Wendat fait apparaître une tendance à confier aux animaux, aux plantes et aux minéraux des caractéristiques humaines, Brébeuf n'arrive pas à comprendre cette obsession chez ces autres de tout vouloir lier, de tout confondre. À leur dire, c'est la citation que vous avez, « Le village des âmes n'est en rien dissemblable du village des vivants. On y va à la chasse, à la pêche et au bois. Les haches, les robes et les colliers y sont autant en crédit que parmi les vivants. En un mot, tout y est pareil. Il n'y a que cette différence que jour et nuit, elles ne font que gémir et se plaindre. » Au-delà de ces critiques, Brébeuf reste fasciné par ce qu'il dit observer. Il se prend à citer en menu détail le récit de ceux qui, par l'intermédiaire des songes, ont pu nouer des liens étonnants avec les disparus. Tel homme Wendat, y a retrouvé sa sœur décédée. Tel autre, la cabane d'Escotarache, le perce-tête, et en revenir indemne. Certes, ces extraits des relations sont accompagnés de remarques dubitatives, mais leur intégrité narrative n'est jamais remise en question par un narrateur qui, bien au contraire, semble participer par procuration à l'expérience onirique. Dans ce remarquable mimétisme entre les deux versants d'un même monde, Brébeuf semble reconnaître, sans le dire explicitement, la puissance de la filiation se construisant à même les récits de la traversée de l'au-delà et du retour dans le monde des vivants. Ma dernière partie, le passage par Ossosané. Les propos de Brébeuf sur les pratiques oniriques dans la société Wendat constituent en réalité le cœur de son projet ethnographique et missionnaire, dans la mesure où le songe met en lumière le potentiel autodestructeur, dans sa perspective, de la société Wendat. Issu de la modernité cartésienne, le sujet narrateur de la relation est incapable de saisir chez ses hôtes la pertinence des structures relationnelles qui président à la transmission filiale entre les âges et les générations, aspect que son prédécesseur et collègue Gabriel Sagard avait très bien compris. Dans ces passages particulièrement virulents, Brébeuf se montre trahi. C'est parce qu'il refuse les bénéfices de la séparation des sphères, pense-t-il, parce qu'il nie les tracés lumineux de la différence, que les Wendat sombrent lentement dans une tragique inversion des mondes. Tel est l'horizon chez Brébeuf des récits oniriques de l'Ononharoya, dans lequel l'ordre du réel et celui du songe semblent s'inverser, ne donnant pas lieu, comme dans l'entreprise cartésienne, à un nouveau savoir, mais suscitant plutôt, selon Brébeuf, des comportements déréglés et une dissociation apparente de la communauté. Citation à l'écran, « L'Ononharoya est pour les folles ». Quand quelqu'un dit qu'il faut qu'on aille par les cabanes dire qu'on a songé, alors, dès le soir, une troupe d'insensés s'en vont par les cabanes et renversent tout. Le lendemain, ils y retournent criant à pleine tête « Nous avons songé, mais sans dire quoi ». Cet extrait qui précède le chapitre consacré par Brébeuf au festin des morts démontre jusqu'à quel point le songe appartient dorénavant pour le narrateur à une société incapable de saisir l'immatérialité même de l'esprit, de telle sorte qu'elle est condamnée à la violence autodestructrice du même. On assiste alors dans le texte des relations à une dérive cruciale sur le plan des représentations. En effet, ayant observé la mort de tant de ses hôtes à Ossosané,
Brébeuf témoigne indirectement de son incapacité à prédire désormais l'avenir même d'une société Wendat en laquelle il avait cru voir, à son arrivée au Wendake, une des grandes civilisations du nouveau continent, détentrice, disait-il, d'une langue très parfaite, parlée par de nombreux peuples sur tout le territoire. Une perspective eschatologique envahit dès lors les propos du missionnaire. Voilà que cette société exceptionnelle qui l'avait accueilli comme un fils, voilà que cette société des vivants, se dérobant inexplicablement devant ses yeux, ne fournit plus désormais à ensevelir la multitude de ses morts. Pour Brébeuf, les figures oraculaires qui ont cours dans les pratiques Wendat du songe deviennent alors singulièrement suspectes. Les signes de la fin y sont déjà perceptibles. Dans les passages des relations qu'il consacre au songe divinatoire, l'épistolier revient à la force des récits eux-mêmes, capables de donner chair aux esprits des disparus et ainsi pénétrer la substance du réel pour la transformer. Et la conclusion. Dans les relations de Brébeuf, les quelques passages consacrés aux pratiques oniriques auront permis au sujet narrateur de désamorcer la catastrophe épidémique dont il était le témoin. En reportant ses causes et ses manifestations sur un ensemble de dérèglements internes propres à la société Wendat. Ce transfert est crucial, donc de passer d'un problème épidémique à un problème interne de niveau culturel. Donc, des dérèglements internes propres à la société Wendat, parmi lesquels prime pour le missionnaire l'absence de seuil spatio-temporel et l'inaptitude à discerner le vrai et le faux, l'inaptitude à séparer. Tel aura été pour lui le passage par Ossosané. La lecture ethnographique du songe aura donc permis à Brébeuf de toucher à quelque chose d'essentiel. Le trouble qu'il ressent fait vite place au jugement péremptoire et à la dénonciation. Le songe aura été pour lui une porte d'entrée sur le sens à donner à la mort, non plus la sienne propre, celle du chrétien préoccupé par l'idée du martyr, mais celle de la nation Wendat elle-même, préfigurée si clairement à ses yeux par les dérèglements du récit oral et la dislocation de l'espace communautaire, pénétrée de toutes parts par la présence spectrale des âmes disparues. Dans les relations, les pratiques oraculaires des Wendat sont ainsi pour le narrateur le signe de leur perte inévitable en tant que société illuminée par la raison. Pour Brébeuf, ces rites y trahissent un refus de discerner, de distinguer, une incapacité à s'inscrire dans une modernité ordonnée et claire, dont on sait qu'à la même époque, 1637, exactement, Descartes rêvait, emmitouflé près de son poêle, à l'écart du monde. Or, rien dans la société aborigène ne permettait ce retranchement méthodique du sujet. Les puissantes représentations d'une société Wendat, marquée par l'imaginaire de sa fin, auquel les relations de Jean de Brébeuf contribuent assurément, persisteront bien au-delà du XVIIe siècle, on l'a bien entendu ce matin, et on l'a entendu dans les propos de Georges Sioui, donc persistera bien au-delà du XVIIe siècle et entraveront jusqu'à aujourd'hui l'urgente continuité de son histoire. Merci.